j'espère que vous avez tous bien déjeuné et que vous allez surtout être très très attentifs cet après-midi, parce que je pense que les débats qui vont démarrer vont être particulièrement intéressants et surtout on va s'inscrire finalement dans le prolongement d'un certain nombre d'idées qui ont déjà commencé à apparaître ce matin. Donc cette première table ronde est consacrée à la question des espaces publics urbains. Donc des espaces publics aujourd'hui qui peuvent être plus ou moins bien vécus par les concitoyens, qui sont plus ou moins bien appropriés, plus ou moins bien aménagés, mais qui en tout cas jouent un rôle essentiel dans la question du droit à la ville, puisque ces espaces publics sont des lieux de déplacement, des lieux de mobilité, donc des lieux de rencontre, peut-être aussi des lieux de centralité, des endroits où on s'arrête, où on en a envie de s'arrêter, et génère forcément un certain nombre de difficultés dans leur gestion au quotidien, mais dans leur mode d'appropriation. Donc cet après-midi, on va certainement pas faire le tour de la question, mais en tout cas, on va essayer d'aborder ces sujets complexes que constituent nos espaces publics urbains, qui peuvent être ou partagés ou créer des lieux de discrimination, en tout genre, et qui peuvent aujourd'hui finalement être les lieux de réconciliation pour l'ensemble des usagers de la ville, j'ai envie de dire, si l'ensemble des acteurs de la ville et des pouvoirs locaux en particulier s'engagent fortement dans ce sens. Alors pour ce débat, j'ai le plaisir de recevoir, alors je vais démarrer par Michele Grigolo, qui est chercheur au Centre d'études sociales et qui a contribué en fait à beaucoup de recherches sur cette question de la pratique des espaces publics, mais surtout de la façon dont peut-être nos concitoyens peuvent être partie prenante dans leur élaboration, leur définition et générer des usages appropriés. Ensuite, nous avons Madame Shams Assadi, qui est donc responsable adjointe du Bureau contre les discriminations de Vienne, donc en Autriche, qui également va aussi nous parler de cette question de la démocratie participative. Nous avons la joie d'avoir Madame le maire de Bondy, Sylvine Thomasin, qui nous parlera peut-être un peu plus de la question du genre, me disait-elle tout à l'heure. Abbas Samb, qui vient de Dakar, donc maire adjoint de Anne Belair, donc voilà, qui également me disait qu'il n'avait pas de présentation, mais qu'il allait surtout peut-être nous parler de l'expérience de Dakar. Il n'avait pas préparé de PowerPoint, mais c'est très bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce matin, on a eu beaucoup de PowerPoint et on a peut-être aussi besoin d'avoir des échanges cet après-midi. Et puis enfin, Mitja Mersol, qui est conseiller municipal de Ljubljana, donc qui nous vient de Slovénie, qui lui a préparé un petit support et qui terminera cette première présentation. Et il y a dans notre public Irena Gidikova, qui est là avec nous et qui a bien voulu accepter dans un premier temps de réagir peut-être aux propos de nos débatteurs. Et c'est pas chose facile. Et peut-être que par la suite, elle alimentera aussi le débat à travers des réflexions qui lui sont propres. Donc, Monsieur Grigolo, je vous laisse rejoindre le pupitre. Well, good afternoon to everybody. I would like to thank the organizers of this summit for inviting me to do this speech and this presentation. I will try to keep it 10 minutes short. I will speak in English. In the next 10 minutes, I will use research from the Inclusive Cities Observatory of United Cities and Local Governments in order to reflect on the connection between the promotion of social inclusion on the one hand and the realization of including urban spaces and the right to the city on the other. I will focus in particular on the role of local authorities in supporting this connection. In this way, using the material of the observatory, I will be able to suggest ways in which local governments produce and should continue to produce an inclusive urban space that fulfills the rights to the city. To begin with, let me briefly introduce the observatory as a project. The observatory is a collection of studies
of local practices of social inclusion. These practices deal with issues such as environment, health, migration, poverty, public transport, microcredit, and human rights. So a number of issues on which we have discussed all the morning, basically. These practices were selected primarily for their innovative approach to social inclusion. They define new ways in which local governments and communities tackle poverty, marginalization, segregation, unemployment, and discrimination. I think somebody said this morning that local authorities are particularly innovative and well-placed to experiment with social inclusion. Well, I think we found that concretely, empirically in our research. Practices were also selected on the basis of geographical location, so that both the Global North and the Global South are represented, as well as the West and the East. So I think we are trying to make an effort also here to look beyond Europe and so-called Western world. Two research teams have contributed cases to the observatory in two distinct phases of the project. One team, based at University College London and directed by Professor Yves Caban, started the project and provided the first 15 cases. The second team, based at the Center for Social Studies of the University of Coimbra, under the supervision of Professor Boaventura de Sousa Santos, continued the project by adding 50 more cases. So in total, we have like an observatory of 65 cases where that you can browse and you can try to figure out what kind of interest you may have in any of these practices included there. I'm a member of the SESH team, the Center for Social Studies team, which worked on the observatory project mainly in 2010. I, as a researcher, work specifically on practices related to human rights, anti-discrimination, and migration. Now, coming to terms with the questions, I mean, even a quick look at the practices of the observatory shows that the promotion of social inclusion is connected in several important ways to the creation and preservation of a public and inclusive urban space, and ultimately to the realization of the right to the city. I consider here that the urban space and the right to the city are fundamentally connected. In this perspective, the right to the city, and here I'm trying to define it a little bit, to give it some kind of, similar to other attempts that have been made this morning. What does the right to the city mean? For us, it implies that the right of city residents to appropriate the space of the city and to participate in decisions affecting the use of the space of the city. Now, within these pictures, the practices of the observatory suggest that local authorities play and should play a crucial role in establishing and sustaining the linkage between social inclusion, urban space, and the right to the city. In particular, by supporting social inclusion, local authorities stimulate residents to occupy, use, and requalify the space of the city. In many practices included in the observatory, the objective of using and shaping the urban space is explicitly and directly correlated to the promotion of social inclusion. Consider, and I give names here that you can then double check on the internet, the ecological restoration of protected areas in the municipality of Armenia in Colombia, free public transport in the counties of Aubagne and Étoile in France, the promotion of democratic economic development in the green belt of Maputo, Mozambique, or the housing rehabilitation program in Cairo, Egypt. In other instances, by promoting social inclusion, local authorities can facilitate and enable people's access to the urban space and its appropriation. Within this general picture, participation emerges and should be considered as a crucial tool. In the eyes of the SESH team, the Center for Social Studies team, participation is what makes many practices of the observatory qualify as innovative. Participation can help connecting social inclusion to the urban space and the right to the city in different ways, and I would add also to the people's needs in different ways. Participation varies from consultation and collaboration with NGOs to the incorporation of residents' views and interests into processes of decision-making and policy implementation. All these initiatives affect, to different degrees, both the public sphere and the public space of the city. Consider, for example, the case of participatory sanitation of the municipality of Santa Cruz, Cape Verde, where people actively participated in both the planning and concrete realization of renovation works on the street, including their own buildings. In addition to participation, equality is another distinguishing feature of many practices, including the observatory, that help creative, inclusive urban spaces and support the right to the city.
Local authorities play and should continue to play a crucial role in promoting equal access to the city space and therefore the equal realization of the right to the city. In this respect, the practices explored in the observatory suggest that policies pursuing formal and substantial equality are both needed. The case of Barcelona as a city of rights is a very good example of this combined approach. It uses the human rights framework to promote both general anti-discrimination policy as well as more specific interventions in support of the needs of religious communities and the gay and lesbian, transgender, and bisexual population. Also significant is the example of the implementation of the UN Convention on Women's Rights in San Francisco, or the disability-related initiatives undertaken by Jerez de la Frontera in Spain and Odessa in Ukraine that aim to promote a barrier-free environment of movement. Now here comes the problem, though. There are, of course, some crucial challenges that local governments that have to face towards the promotion of inclusive urban spaces and the realization of the right to the city, and I will name a few. And I think we can certainly connect these points to comments that were made also during the morning. Explanations, well, first of all, there is the question of the limited stabilization and consolidation of new practices beyond the initial experimental phase. So there is a lot of excitement when many of these projects start, but then they have a strong difficulty in stabilizing themselves, in institutionalizing themselves. Now, explanations for this limited institutionalization and sometimes disappearance call into question the scarcity of resources and the retrenchment of the welfare state, especially in times of economic crisis. So the state, I think, should still play an important role here, at least in funding and redistributing wealth. Another problem is the lack of continuity between local governments and the lack of political commitment to support new practices. One result is less in social inclusion or the prevalence of traditional over new approaches. Traditional approaches are not necessarily bad, and they certainly still needed. However, traditional approaches are often conceived social inclusion in a more top-down perspective. They're often less centered on participation and less related to the realization of crucial components of the right to the city. Second, there is the sometimes difficult collaboration between local governments and private actors. Especially where a strong civil society exists, combining new institutions for participation of social actors with classical mechanisms of representative democracy may be a difficult endeavor. In this respect, the main challenge is to combine representative and participatory democracy so that one complements the other. And I think here there is in this question of participation also a fundamental tension inside this this specific tension between the right to the city and human rights. I tend to very much agree that there is there are correlations between the two concepts, but I think, and we tried to kind of find out this when we were investigating these practices, that these concepts come from very different backgrounds. They have very different origins. Human rights stem very much from a very institutional setting where local authorities certainly have a more significant position and visibility. The right to the city, at least in the way it was conceptualized, is very much something that comes from bottom up, that is about movement, is about people reappropriating the city and not having necessarily local authorities be there. And this, I think, create a conflict which emerges in principle, especially when local authorities become open and available to participation and to discussing with citizens about the space of the city. But that's a risk, that's a challenge for local authorities to keep in mind, I think, that they have to confront then different visions and different expectations from their own when at the moment they have citizens talk about their own needs and their own visions of spaces. Equally challenging can be the contribution of economic actors to social inclusion. With institutions of urban governance and public-private partnership, we have heard about this morning as well. These institutions have the reasonable scope of combining and mediating between local growth and social inclusion. While these institutions are practically useful, local authorities should exercise an effective control over the powerful interest of private economic actors on the city and take decisions within which the public scope of the urban space and equal access to it are preserved.
Last but not least, local governments should avoid what, and I'm playing the academic here, what one professor from the United States, Mark Parcell, so I don't want to appropriate that as my own work, called the local trap associated to the right to the city. By local trap, it means the tendency to view the city as the only significant space and level of government for the satisfactory solutions of urban problems, controversies, and dilemmas. It warns that many of these issues may not be solved in an effective and democratic way within the city and by its governments and residents. In particular, he argues that as far as the scale of politics related to one issue surpasses the border of the city, it is at that scale that a positive solution to that problem, to that issue, should be claimed and found. I'm sure that many of you in the audience know about all these challenges from their everyday experience as administrators, activists, and politicians. I can only say I very much appreciated the opportunity of being part of this discussion, and I wish you all a wonderful summit. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Grigolo. Je ne doute pas que le débat sera très riche tout à l'heure. Peut-être je vais inviter Madame le maire de Bondy à prendre la parole, et puis ensuite Madame Assadi, qui va nous parler plutôt de la question de l'espace public et du genre. Ok, tout d'abord, merci et bravo à vous tous de faire vivre le Forum des autorités locales de périphérie, et en tout cas cet atelier qui le sous-tend, cette deuxième rencontre mondiale des pouvoirs locaux pour le droit à la ville. Alors, c'est vrai que j'écoutais à l'instant Michele Grigolo nous expliquer à quel point les collectivités locales avaient un rôle prépondérant pour l'inclusion sociale, mais également pour l'accessibilité des espaces urbains. Et je pense que nous pouvons en être tous facilement convaincus. En fait, la métropole urbaine est soumise à un triple phénomène de concentration, d'étalement urbain et de ségrégation. Et la métropole parisienne, que certains ou certaines d'entre vous connaissent moins, mais qui vous accueille pour ces rencontres, la métropole parisienne n'échappe pas à cette règle. Les bassins d'emploi les plus importants, créateurs de richesses, plutôt à l'ouest de Paris, sont très éloignés des lieux d'habitat populaire à l'est, comme ici à Saint-Denis qui vous accueille, et comme la ville de Bondy, dont je suis la maire. Malgré les efforts du législateur pour imposer une mixité fonctionnelle dans la ville, notamment par la loi SRU, loi Solidarité et Renouvellement Urbain, les richesses sont toujours concentrées sur un territoire réduit de notre métropole. Parallèlement, les ménages les plus modestes sont sans cesse repoussés un peu plus loin des centres actifs. C'est ce que vous devez connaître également dans nombre de vos pays. Pour rendre la métropole accessible à tous, j'ai mis en place, à Bondy, une importante politique d'accompagnement culturel. Les dispositifs, notamment Muséade et Musicade, qui forment des Bondinois volontaires à la transmission et à l'accompagnement culturel. Et tous les mois, ces Bondinois formés emmènent leurs concitoyens voir des expositions, écouter des concerts dans des lieux d'excellence culturelle qu'offre la métropole parisienne, comme au musée d'Orsay, au Quai Branly ou à la salle Pleyel. Cet accompagnement est la clé de l'abolition des barrières spatiales et sociales de notre métropole. On a eu notamment la joie, l'émotion, je dirais, de voir certains de nos concitoyens. Il y a, je crois, 49 ou 50 pays d'origine des Bondinois, de mes concitoyens. On les a vus fouler les grosses moquettes, les tapis rouges de la salle Pleyel avec extrêmement d'émotion, de prudence. Ils n'étaient jamais rentrés dans une salle de concert, ils ne savaient pas ce qu'était de la musique classique. Je crois que là, nous sommes pleinement dans notre rôle quand nous rendons cela possible. Mais il n'empêche que notre espace public est un espace ségrégué, mais aussi et surtout un espace sexué, genré. Le rôle de la puissance publique et ma responsabilité de maire est de faire société, de favoriser la création du lien social et l'intégration de chaque citoyen, de chaque citoyenne à la ville, à la métropole. Je souhaite aujourd'hui insister tout particulièrement sur la question du genre. C'est un combat qui m'est cher.
Dans un article du Monde, du journal Le Monde du 4 ou 14 octobre dernier, qui s'intitulait « La rue, fief des mâles », on pouvait lire qu'à première vue, sans trop s'y attarder, dans notre pays républicain où l'on n'aime pas trop que l'on nous dise le contraire, où l'on n'aime pas trop être critiqué, en France, on pouvait lire qu'à première vue, l'espace public est mixte. On voit le jour, c'est vrai, se croiser hommes et femmes un peu partout. Mais si on regarde de plus près, si l'on s'intéresse au travail mené par la ville de Paris, notamment, à l'étude de la communauté urbaine de Bordeaux en 2010, aux travaux des universitaires sur les gender studies, si l'on écoute et que l'on regarde vivre les femmes, tout simplement, la réalité est bien autre. D'abord, les femmes se déplacent bien plus à pied et en transport en commun que les hommes. L'enquête de l'INSEE, c'est le recensement rénové de la population tous les ans en France, les dit absentes également de l'usage des 2 roues motorisées, qui permettent beaucoup plus de fluidité, de rapidité, d'efficacité dans les transports, dans les métropoles. Deuxième aspect, les femmes traversent l'espace urbain et n'y stationnent pas. Elles sortent à dessein quand elles ont quelque chose à faire. Elles se déplacent rapidement d'un endroit à l'autre. C'est ce que confirme l'association, notamment Oser le féminisme. Troisièmement, elles ont des comportements d'évitement, de contournement de certains lieux et sont de moins en moins visibles au fur et à mesure de l'avancée de la soirée, de la nuit. L'espace entier, la nuit, appartient aux hommes. Quatrième aspect, elle témoigne de multiples micro-agressions qui sont autant de rappels à l'ordre du fait que la ville leur appartient moins. Commentaires, sifflets, regards soutenus. Devant ce constat, il est clair que si l'espace n'est pas interdit aux femmes, elles s'interdisent elles-mêmes l'accès à certains endroits, le jour, à la plupart des lieux, la nuit, et dressent en fait des espèces de murs invisibles dans la cité. Avec l'évolution de l'âge, la peur passera d'ailleurs de celle du viol à celle de l'agression avec vol de bijoux ou de sac à main. La peur demeure. Et pourtant, continuons à bien y regarder de plus près. Il y a 1,9% des femmes, seulement aurait-on tendance à dire, enfin 1,9% de trop, qui déclarent avoir subi une agression physique en dehors de chez elles, alors qu'elles sont 10% à avoir subi des violences conjugales, intrafamiliales. On peut donc avancer qu'elles courent moins de risques dehors que dedans, l'extérieur pouvant devenir le lieu de leur émancipation, de leur liberté. Mais la violence symbolique de l'espace public montre qu'il est temps de se préoccuper de la question du genre pour les décideurs publics. La question du genre comme préalable démocratique de l'avenir de nos villes, de l'avenir de notre métropole. Alors, qu'en disent et que font les politiques, les urbanistes ? Je serais tentée de dire pas grand-chose quand on constate que 85% du budget des équipements programmés dans les zones prioritaires vont aux garçons pour canaliser leur agitation, pour canaliser leur besoin de bouger, entend-on. Et l'on construit un peu partout des skateparks, des micro-sites sportifs, du futsal, des stades de foot. Que dirait-on si une ville concevait un équipement public pour quelques dizaines de milliers de femmes ? Mais les élus, les urbanistes sont souvent des hommes qui imaginent les femmes à la maison ou dans les squares, qui pensent aux femmes. Mais quand ils pensent aux femmes, ils pensent la place des poussettes, la place des crèches, mais rarement au-delà. Il n'y a rien de cynique, ou de pervers là-dedans, mais juste, je pense, l'intériorisation de la place de chacun des sexes au cours des siècles, intériorisation qui a fondé une subtile inégalité, présidant à la conception de nos villes. Les femmes sont exclues, certes, mais pas seulement les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées. Les villes sont conçues en fait pour les hommes jeunes, actifs, valides. C'est également ce qu'évoquait Michele Grigolo tout à l'heure, quand il témoignait de la volonté d'une ville d'Espagne d'aménager ses espaces urbains en faveur des femmes, mais aussi en faveur des handicapés. Vous avez bien compris, dans cette ville d'Espagne, que l'espace public était pour les hommes jeunes, actifs, valides. En fait, il y a nécessité pour les décideurs, les aménageurs, de s'interroger à chaque nouveau projet urbain sur son impact humain en termes d'usage par le genre, d'une part, et sur l'impératif de mixité d'usage, d'autre part.
Mais l'approche par le genre, je pense qu'il y a des révolutions qu'il vaut la peine de mener. Et l'approche par le genre va être une révolution dans l'urbanisme, car elle pose une réflexion d'ordre éthique sur l'égalité citoyenne. Elle nécessite un véritable courage politique, ne pas tolérer que la moitié de la population soit